Alors commençons tout de suite par un mot qui s'est mis à retentir dans notre pays, qui est scandé dans tous les journaux télévisés, jusqu'à devenir quasiment un problème existentiel. Il s'agit de la compétitivité. Écoutez et regardez. Pour vendre, il faut être compétitif. Le mot est redevenu à la mode, on l'entend beaucoup depuis quelques jours. La compétitivité des entreprises. La compétitivité. La compétitivité. La compétitivité. Comment améliorer la compétitivité de nos entreprises industrielles? Pour répondre à cette question vitale, l'Élysée et le gouvernement auront fait plancher tout l'été l'ancien patron de ADS, Louis Gallois. La déception serait immense si Louis Gallois ne préconisait pas un choc de compétitivité très significatif. Le rapport Gallois préconise un choc de compétitivité. Il n'y aura pas un énième plan. Et je déconseille aussi l'idée du choc, qui traduit d'ailleurs davantage un effet d'annonce qu'un effet thérapeutique. Il ne s'agit pas de choquer ou de brutaliser l'économie française. Il s'agit de dessiner une action constante, continue, qui va s'étaler sur la totalité du mandat. 98 patrons, dont de nombreuses stars du CAC 40, adressent un message à François Hollande pour relancer la croissance. Nous sommes arrivés au bout de ce qui est supportable. Les marges de nos entreprises sont historiquement basses. La France doit se transformer en profondeur. François Hollande, il s'est entretenu avec les représentants des grandes organisations internationales, Christine Lagarde pour le FMI, Pascal Lamy pour l'OMC. C'était ce matin dans les locaux de l'OCDE à Paris. Et le chef de l'État a promis des mesures pour la compétitivité au début du mois de novembre. Alors j'ai demandé à Karine Berger de venir nous rejoindre. Vous êtes économiste, député socialiste des Hautes-Alpes et membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Vous êtes l'auteur avec Valérie Rabault des 30 Glorieuses sont devant nous. C'était en 2011 et vous avez récemment écrit sur votre blog « Je suis épuisé par la théorie du choc de compétitivité nécessaire soi-disant à la France. C'est le point bling-bling de la politique économique ». Alors qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? C'est le point bling-bling de la politique économique, on dit. Je voulais dire que c'est scintillant, ça fait du bruit, mais ça n'a pas forcément beaucoup de valeur. Le choc, moi je ne connais pas de personne qui résiste à un électrochoc. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui après un choc est mieux qu'avant. Et d'ailleurs c'est le message qu'on vient d'entendre aussi qui a été rappelé par le président de la République et par Pierre Moscovici. On n'a pas besoin de secouer quelque chose pour que ça se passe bien. La France a des problèmes. Elle a un problème de compétitivité dans le sens où elle n'est plus la meilleure sur certains secteurs. Pour autant, ça ne signifie pas qu'il faut lui taper dessus pour que ça marche mieux. Voilà. Vous pensez qu'il faut lui taper dessus pour que ça marche mieux, François de Closet? Mais écoutez, qu'il y ait le choc de un besoin de compétitivité, ça c'est sûr, on est en perte de compétitivité, je pense que tout le monde est d'accord. C'est très simple, ça veut dire qu'on ne vend plus. Le Made in France, ça se vend plus bien. Le résultat, c'est que... oui, mais le résultat, c'est qu'en 2000, à peu près... nous étions à l'équilibre, nous faisions même du bénéfice dans notre commerce extérieur, et que maintenant on fait un déficit de 75 milliards, mais surtout le déficit, qu'il soit avec les Chinois, qu'il soit à cause du pétrole, oui, mais il est surtout avec les pays européens, en tête l'Allemagne. Donc on a vraiment un problème. Nous n'arrivons plus à produire en qualité et en quantité suffisante. Alors, comment regagner ça? Il y a deux problèmes. D'abord, il faut réformer en profondeur, tout le monde est d'accord, la société, la recherche, la formation, les entreprises, le financement, toutes sortes de choses à faire. Simplement, ces réformes, si on les fait maintenant, elles donneront leurs effets dans 5 ans. Or, la France est en train de se casser la figure. On ne peut pas attendre 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là, tout de suite? On peut faire en sorte que le travail en France coûte un peu moins cher, donc que nos produits soient un peu moins cher et se vendent de ce fait un peu mieux. Attention, c'est pas à cause de ça, avec ça, qu'on va regagner la compétitivité. On va simplement ne pas couler le temps de regagner la compétitivité. C'est d'ailleurs ce que disent aujourd'hui dans les Échos 3 économistes socialistes que vous connaissez bien. Ils ne sont pas tout à fait socialistes, hein, mais... Qui ont appelé à voter pour M. Hollande. D'accord. La problématique, elle est simple. L'idée qu'il suffit de baisser les coûts pour que ça aille mieux, c'est un peu facile intellectuellement. C'est se dire, au fond, il suffit de baisser les coûts et puis on vendra moins cher que les Chinois ou les Indiens.
C'est pas possible, monsieur de Closet. C'est pas possible, personne n'y croit. Quel rapport avec les Chinois et les Indiens? C'est les Allemands. C'est les Allemands. Vous confondez mais les Allemands ont un coût de production plus élevé que le nôtre. Mais bien sûr que si, depuis toujours. En fait, ça dépend des secteurs, je crois. Je prends des voitures, par exemple. Les voitures, les Allemands vendent beaucoup mieux leurs voitures que nous. Ça, il n'existe pas de voiture allemande moins chère que les voitures françaises à même gamme donnée. Donc c'est pas une question de prix, c'est une question de produit, une question de qualité, une question de compétitivité hors coût. Alors, Michel Godet. Non, simplement, je sais bien que c'est affreux avec les économistes, parce qu'ils se battent avec les chiffres, mais Eurostat, on y croit quand même, il y a un coût de l'heure du travail dans l'industrie manufacturière, qui aujourd'hui en France est un poil plus élevé qu'en Allemagne, alors qu'il y a 10 ans, il était 10% inférieur. Quand on est 10% inférieur, on peut vendre des produits de moins bonne qualité, entre guillemets, parce qu'on est moins cher. Bon, il y a ce qu'on appelle le choc, le mot est peut-être impropre, mais le choc de compétitivité, c'est baisser, prendre des mesures pour baisser structurellement le coût du travail en France, qui dans les services, parce qu'on ne vend pas seulement des biens industriels, quand de plus en plus on vend des services qui incorporent des biens. Donc on ne peut pas dire, c'est pas grave, on va faire un choc uniquement pour l'industrie. Il faut aussi dans les services. On est 10% plus cher que l'Allemagne en heures de travail. Donc ça, c'est des chiffres Eurostat. À ce moment-là, comment baisser le coût du travail? Il faut baisser les charges. Comment baisser les charges? Eh bien, il faut faire des transferts. Alors il y a trois voies possibles. Il y a celle qui avait été évoquée à la fin de son mandat, on peut le regretter, par M. Sarkozy, la TVA. Donc comme c'est lui qui a avancé l'idée, c'est la voie qu'avaient suivi les Allemands, c'est devenu une mauvaise idée. De ce point de vue-là, on peut regretter qu'on fasse non pas de l'économie aujourd'hui dans ce gouvernement, mais un peu trop d'idéologie, parce que si une idée est bonne, d'où qu'elle vienne, on la prend. De ce point de vue-là, c'est dommage qu'on n'ait plus Michel Rocard au gouvernement, de ce point de vue-là, parce que lui, il était ouvert aux autres. La deuxième manière de faire, c'est la CSG. Mais on n'en veut pas, et on a raison de ne pas vouloir la CSG, parce que ça baisse le pouvoir d'achat de tout le monde immédiatement. Alors que la TVA a au moins un avantage, c'est que ça pénalise aussi les importations, donc les producteurs étrangers. Et puis il y a une troisième voie qui est sortie ce matin, peut-être par hasard, mais peut-être pas par hasard, avec M. Ayrault, le Premier ministre, qui a dit que finalement il y a une autre voie pour baisser le coût du travail. Ce serait de travailler 39 heures en étant payé 35, ce qui serait revenir à la case départ. Il n'a pas tout à fait Il n'a pas du tout dit ça. Non, mais c'est une troisième voie que je lui suggère, parce qu'il n'en était pas loin. Vous comprenez. Il n'est pas le seul, c'est François Fillon l'avait dit. Revenir aux heures supplémentaires, et c'est un peu dommage, j'en profite pour le dire. Il y a 9 millions de personnes qui aujourd'hui perdent du pouvoir d'achat, alors qu'on vit dans un pays où on n'est pas imposé sur le temps libre, qui est inégalement réparti, alors qu'il faut encourager les fourmis, c'est l'intérêt bien compris des cigales, car plus les fourmis s'activent, mieux les cigales vivent. Quelle tristesse quand même de se dire qu'un pays qui a inventé Airbus, le TGV, cherche exclusivement à ne pas se poser la question de quels sont les prochains nouveaux produits sur lesquels nous serons les meilleurs dans le monde, mais simplement de savoir comment on les fait moins cher. Mais c'est le mirage technologique, c'est pas raisonnable. Non, c'est le mirage technologique. L'innovation n'est qu'à 20% technique. Moi, je suis à l'Académie des technologies. François de Closet, après, ce qui est vrai, et là-dessus, je pense que nous serons d'accord, c'est que faire ce que dit Michel Godet, ça veut dire, clairement, d'augmenter les impôts de 30 milliards. Or, je pense effectivement, comme le dit Louis Schweitzer, non, parce qu'on peut réduire la dépense publique. À ce moment-là, on fait les transferts de TVA. Moi, je suis pour la TVA sociale. Je ne suis pas arrivé au bout de mon raisonnement, il m'a coupé, c'est ce que je voulais dire. Bon, donc, je suis d'accord, ce que dit Louis Schweitzer, d'ailleurs, qu'il n'est pas pensable tout de suite de mettre 30 milliards d'impôts en plus après les augmentations qu'on vient de faire. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire tout simplement que du fait que, et le gouvernement de Fillon, et ce gouvernement, pour réduire les déficits, n'ont été capables pratiquement que de faire une chose, c'est d'augmenter les impôts. Et pas de baisser les dépenses comme il fallait le faire. De ce fait, aujourd'hui, on n'a plus de marge de manœuvre pour augmenter les impôts, réduire les charges et sauver notre compétitivité. Voilà la vérité. Michela Marzano, ça vous intéresse beaucoup la compétitivité, vous? Disons qu'en fait, c'est un mot que j'ai un peu du mal maintenant, je la supporte plus. Enfin, c'est un mot que je supporte plus. Oui, mais justement, on l'utilise trop, à tort et à travers, et partout. Et en plus, il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup interpellée, parce que le week-end dernier, j'étais en Italie, c'était un colloque organisé par Aspen Institute, donc il y avait les patrons des plus grandes entreprises italiennes. Et là, les discours étaient exactement les mêmes. Il faut relancer l'entreprise italienne parce qu'il y a un problème de compétitivité. Regardez ce qu'ils font dans les autres pays européens. Alors, il y a quelque chose, moi, que du coup, je ne comprends plus. Si dans chaque pays, on dit de regarder ailleurs parce qu'il y a un problème de compétitivité, probablement, il y a quelqu'un
qui nous ment. Il y a quelqu'un qui ne dit pas vrai. Parce que si ici, ben oui, parce que si ici on nous dit ailleurs on fait mieux et en Italie on nous dit ailleurs on fait mieux, qui fait mieux? Donc voilà. Bon, évidemment il y a la question de l'Allemagne, mais ça c'est juste pour dire que finalement ce terme de compétitivité il est utilisé systématiquement à tort et à travers pour arriver toujours finalement au même problème. Tout à l'heure vous avez dit on avait la bonne solution. La fausse bonne solution d'augmenter la TVA. Mais attends, vous avez compris ce que vous étiez en train de dire? On va faire payer, encore une fois, aux mêmes, c'est-à-dire aux consommateurs, cette crise. Alors là, je ne comprends plus rien. On veut relancer l'entreprise qui, soi-disant, a des problèmes et qui était peut-être aussi à l'origine d'un certain nombre de problèmes par ceux qui sont les victimes tout d'abord de cette crise. Donc du coup, c'est vrai que je ne comprends plus. On en parle partout, on veut faire payer toujours les mêmes. Mais c'est quoi cette manie de vouloir sacrifier des victimes innocentes à l'auteuil de la compétitivité? C'est un peu comme l'excellence dans l'université. Ça fait 10 ans que nous entendons dire à l'université il faut être dans l'excellence. Nous sommes maintenant tellement excellents que nous sommes évalués tout le temps et nous ne faisons rien d'autre que des rapports sur ce que nous avons fait et sur ce que nous allons faire. Du coup, nous ne faisons plus rien. Tellement excellents que nous sommes plus du tout productifs. Corinne Pelluchon. Oui, je vais abonder dans le sens de Michaela. C'est vrai que la compétitivité, c'est bien si c'est la productivité, si c'est l'efficacité. Encore faut-il ne pas confondre les sphères de biens et ne pas penser l'efficacité dans la vente des voitures comme critère pour évaluer les chercheurs, pour les services à la personne, l'hôpital, etc. Donc ça, déjà, c'est très important. Ensuite, parce que sinon, ça engendre des injustices, voire des violences dans le travail. Et pas seulement, dans le modèle de développement. L'obsession du rendement si elle est calculée, si elle est déterminée a priori à partir d'un chiffre comme ça, eh bien ça devient quelque chose qui est fondé sur le déni de l'activité. Donc ça veut dire que la productivité, ça a du sens si c'est pensé en s'appuyant sur le sens d'une activité. L'élevage, c'est pas l'industrie, les chercheurs, le travail, ce qu'ils fournissent. Sinon, ça produit des contre-productivités. Et loin d'être compétitif, on produit des objets qui n'ont pas de qualité. Et par exemple, pour l'agriculture, on voit bien qu'avec peu d'hectares, avec un travail savant, avec beaucoup de science, avec respect des sols et de la biodiversité, on peut produire plus et des aliments de qualité nutritive. Donc ça veut dire que, certes, vous avez des solutions intéressantes, je ne sais pas, je ne suis pas économiste, mais il y a aussi une réflexion sur la manière dont on produit et ça, c'est une autre manière. Alors, c'est pas la compétitivité seulement, c'est l'efficacité, la productivité, la qualité. Après, la compétitivité, c'est la mondialisation. C'est la question, excusez-moi, c'est la question de ce qu'on appelait, c'est peut-être une expression difficile, mais la guerre économique. La question du mercantilisme aujourd'hui. Alors ça, c'est autre chose. Vous avez raison, une fois de plus, et je ne pense pas avoir tort, parce que l'exemple, je vais donner un exemple, dans notre livre, là, on montre l'exemple des crèches. Donc c'est du service aux personnes. Les crèches privées, qui sont aujourd'hui 30% moins chères que les crèches publiques. Et les collectivités, de plus en plus, y recourent. Il y a de nouvelles lois qui le favorisent et réjouissons-nous. Pourquoi sont-elles moins chères? Pas parce qu'elles sont privées, c'est pas d'idéologie. C'est tout simplement parce que le management de la ressource humaine est tel qu'il y a un absentéisme de 3% dans les crèches privées, alors que dans les crèches publiques, je vais citer Babylou, je vais faire de la publicité, dans les crèches publiques, c'est 22 jours par an, comme dans toutes les collectivités territoriales. Et donc il y a un problème de management. C'est pas les personnes qui sont en cause, c'est ce qu'on appelle en anglais un mauvais management. Et donc il faut améliorer. Vous savez, c'est ce qu'on dit. Quand une entreprise est en difficulté. Il faut arrêter de dire quand même à chaque fois que c'est la faute des gens qui travaillent dans l'administration publique, la faute des fonctionnaires, etc. Franchement, plus personne ne vous croit. Ah oui, sauf celle qui est dans la région Aquitaine, Zoé Shepherd. Vous l'avez pas vu peut-être? Oui, il faudra vous l'offrir. Attendez, c'est la réalité. Tout le monde le sait. Ne nous voilons pas la face. Et tant mieux. On a un gisement énorme de productivité sous nos pieds. Moi, je me réjouis quand enfin on va ouvrir les yeux et cesser. Je ne pense pas à vous, mais quelques personnes qu'on a eues dans cette émission qui à la sortie me disaient oui, je suis d'accord avec toi sur les 35 heures, mais je ne le dirai pas à la télévision. Je ne donnerai pas leur nom, naturellement. On ne sortira pas du mensonge. Si vous dites pas leur nom, on n'est quand même pas obligé de vous croire. Oui, mais non, parce que pas Karine Berger. Croyez-moi, je le dirai à la sortie. On s'expliquera. Il y a Yves Cusset qui voulait intervenir. Oui.
Je veux rassurer Michel Godet, les idéologues ne sont pas là où vous croyez. Alors j'entendais François de Cluzet qui disait tout le monde est d'accord. Bon, vous allez dire je ne suis pas un idéologue. Moi je vous rassure tout de suite, je suis un idéologue. Mais alors vraiment. Et donc comme ça vous allez voir ce que c'est que l'idéologie. Ça fait peur déjà. Oui, ça fait peur. La France évidemment n'est pas assez compétitive. Elle n'est pas assez compétitive. Pourquoi? Dans deux domaines. Dans le domaine du droit du travail et dans le domaine de la protection sociale. Donc, ça fait des années qu'on lui fait comprendre que le travail coûte trop cher et que les travailleurs sont trop protégés. Or, le monde est devenu un marché, non pas pour les produits, c'est-à-dire les multinationales doivent pouvoir choisir dans le marché du droit du travail. Où est-ce qu'il est le plus souple? Où est-ce que ça coûte moins cher? Donc il va falloir que les États se plient un peu à cette exigence. Et la compétitivité, on n'entend pas parler depuis 3 jours, on entend parler depuis 30 ans, c'est l'un des piliers de la rationalité néolibérale avec la flexibilité. Et étrangement, François Hollande nous parle depuis quelques jours de 2 choses, de flexibilité qui le fait mise en flexi-sécurité, et de l'autre côté, de productivité. C'est-à-dire qu'on est déjà en 1983, sans même avoir vécu 1981. C'est-à-dire qu'il réajuste une politique qu'il n'a pas encore mise en œuvre. J'ai du mal à saisir. Et il s'excuse. Alors, il parle que du choc. Évidemment, on va parler que de choc. Non, justement, il ne parle pas du choc, le président de la République. Non, il parle que de choc. Il n'en parle pas. Il n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas parler de choc. Il faut parler de parcours, de trajectoire. Attention. Et le problème, c'est de recycler ce terme de compétitivité en permanence quand on doit dire « Eh oh, vous coûtez trop cher, les grands !» Ça suffit. Et il faut que les travailleurs soient compétitifs. Être compétitif pour un travailleur, ça veut dire quoi? Coûter le moins cher possible. Et un choc de solidarité, là, moi, le choc ne me choquerait pas. Il en faudrait un petit peu, et on en manque. Mais d'abord, personne ne vous interdit de faire preuve de solidarité. Il faut y aller, allez-y, personne ne vous en empêchera. D'accord? Bon. Deuxièmement, ce que vient de dire Yves Cusset, c'est que la protection sociale est un atout. De compétitivité. Je n'ai jamais pensé Son message, c'est que la protection sociale ne doit pas être réduite pour être meilleure, elle doit être renforcée. Et ça, on n'est pas d'accord. Les pays les plus, pardonnez-moi, les pays les plus productifs aujourd'hui en Europe sont aussi les pays notamment scandinaves qui, dans le domaine de la protection sociale, n'ont pour le moins rien à nous envier. Et avec un prix du travail très élevé d'ailleurs, merci de le rappeler. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on dit compétitivité, ça nous embête, on ne veut pas... Attendez, qu'est-ce que ça veut dire, la compétitivité? Ça veut dire qu'on n'est pas seul. Hein? Ça veut dire qu'on achète toutes sortes de choses aux autres. Ça veut dire donc qu'on doit leur vendre. Alors vous allez me dire, oui, mais alors ils nous obligent à travailler comme des fous. Monsieur, si vous voulez vous passer d'acheter du pétrole, d'importer toutes sortes de choses, vous pourrez vivre tranquille. Mais si longtemps que le quart de ce que nous consommerons sera importé, eh bien oui, nous serons obligés de nous mettre d'une certaine façon, soit parce qu'on est meilleur, soit parce qu'on travaille plus, nous mettre au niveau des autres. Et il faut cesser de dire « Oh, la compétitivité, on n'est pas seul au monde, il faut que les Français réussissent. » Moi, j'appelle ça les amoureux transis des balances commerciales. Alors, je reconnais qu'être amoureux d'une balance commerciale, je ne l'avais pas vu jusqu'à récemment, mais au cours des dernières années, j'ai découvert les amoureux des balances commerciales. La situation est très simple. La France, en croissance économique, a fait mieux que l'Allemagne au cours des 10 dernières années. Par habitant. On a Monsieur Godet, la croissance économique, tout le monde comprend. Alors si vous le divisez par le nombre de personnes, le nombre de chiens, le nombre de machins, effectivement, il y a... Mais là, moi, je vous parle de la croissance économique. La croissance, celle dont tout le monde parle, elle est plus forte en France qu'en Allemagne depuis 10 ans, avec un prix du travail qui, certes, n'est pas le plus bas d'Europe, mais qui reste moins cher que les pays scandinaves. C'est ça l'important. Après, si vous êtes amoureux de la balance commerciale, bien à vous, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop. Si vous vous moquez de savoir que la France accumule plus de 70 milliards de déficit, je sais, vous vous moquez éperdument des dettes, vous dites les dettes, on les efface comme ça. Vous me l'avez dit l'autre jour, c'était extraordinaire. Les dettes, c'est juste un jeu d'écriture. C'est de la folie. Allez raconter ça à Athènes, s'il vous plaît. Nous sommes les premiers à vouloir réduire la dette de ce pays. En 2009-2010, il est vrai que l'Allemagne a eu une régression de 5% de son PIB.
ils se sont produits intérieur brut, ils se sont serrés la ceinture. Chez nous, on a dit dormez tranquille. On était sous la morphine. Les chômeurs en 2009, ça on était rappelle sous très la bien, morphine d'ailleurs. publique de la dette et on a distribué 7 points de déficit public. Ça a donné 1,5 point de croissance du PIB. On arrose le désert avec 7 litres d'eau, on récupère qu'un litre et demi. Mais les 7 litres, il faudra les rembourser. On le prend dans la poche de nos enfants. L'heure des comptes est arrivée. Ça ne peut plus durer. Oui. Et moi, je me réjouis de ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, on ne peut plus se voler la face. On n'est pas en première division. On peut dire on joue un amateur au football. C'est vrai. On peut. Mais on peut avoir envie aussi d'être plus fier que ça pour son pays. C'est mon cas. Je ne fais pas d'idéologie. Simplement, à un moment donné, dans le sport, il y a des règles. Michela Marzano. Oui, non, juste une chose. Enfin, c'est pas qu'on ne veut pas se rendre compte que la situation est grave, tout le monde s'en rend compte. C'est juste que je crois qu'il y a, enfin, ce qu'on essaye de dire, d'une façon peut-être différente selon les différents caractères, c'est que c'est moins important que d'un point de vue des structures, les comptes soient dans certains niveaux. Ce qui compte, c'est qu'il y ait certes une possibilité de croissance, mais dans le respect aussi des individualités. Bien sûr, Il n'y a pas que des statistiques, parce que si on vous écoute, vous sortez beaucoup de chiffres. D'ailleurs, bon, Sauf celle du chômage, moi je suis sensible. Oui, mais il y a des gens qui sont au chômage et qui sont en train de morfler depuis 2009, depuis un certain nombre de temps, et ce sont les premiers à avoir payé cette crise. Donc je crois que personne n'est en train de nier le fait qu'il y a une crise. La chose importante, et je crois que c'est... Bon, pardon si je parle à votre place, mais la chose que vous voulez dire, c'est que derrière, il y a aussi une question d'anthropologie, c'est-à-dire quelle conception nous avons d'une personne. Est-ce qu'on peut vraiment la pousser au bout dans cette idée qu'il faut être performant, compétitif, flexible, ou est-ce qu'il faut que l'économie soit au service des individus? Je crois que c'est juste une question de perspective. Mais vous savez, c'est très facile. C'est très spectaculaire de dire « j'ignore la comptabilité ». Je me moque des déficits, je me moque des dettes, c'est de la comptabilité. Simplement, nous avons devant nous la perspective, si nous ne maîtrisons pas nos comptes, de nous trouver d'abord et au mieux dans la situation de l'Espagne, voire dans la situation de la Grèce, si nous ne maîtrisons plus du tout la situation. Et, voyez-vous, les comptes qui craquent, c'est le malheur absolu pour un peuple, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est à ça. Alors, attendez, je suis d'accord avec vous. Simplement, alors, je répète ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est exactement le même discours que j'attends en Italie. Alors, Mario Monti a fait beaucoup de choses, mais la situation continue à être présentée exactement de la même façon. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à force d'avoir ces discours catastrophiques-là, on ne fait qu'augmenter la peur des gens, et la peur est à la racine même d'une forme de démagogie et d'antipolitique. Vous voyez ce qui est en train de se passer en Italie? La situation est meilleure, bien meilleure par rapport à il y a un an, quand il y avait encore Berlusconi, mais ça n'empêche que les derniers résultats en Sicile montrent bien qu'il y a une poussée de l'antipolitique et de la démagogie, parce qu'il y a ces discours qu'on entend tout le temps, un discours masochiste et qui vous tenez un discours catastrophique. Attendez, juste un peu de poésie dans ce monde de brut. Trouvez une bonne heure. La compétitivité, au moins le mot vous inspire peut-être. Ben, pas tellement, justement. Moi, j'aurais presque envie de dire heureusement qu'il y a le cinéma, parfois. Non, je rentrerai pas dans ce débat parce que j'y connais rien. Et puis que c'est pas très engageant d'un côté comme de l'autre. Ça fait peur, vraiment. C'est désolant. Et puis en même temps, je pense que n'importe quel gouvernement aujourd'hui, je pense que ça rame sérieusement. Et puis en même temps, je pense qu'il y a des gros soucis à reprendre depuis des années et des années. Voilà, c'est très compliqué, c'est très complexe. Et, on l'a vu avec le gouvernement de Sarkozy, on voit des choses avec le gouvernement d'Hollande. Bien que moi je trouve que c'est plus doux. Moi je préfère. Je trouve qu'il y a moins de terreur. Moins de grève, c'est mieux. Pardon? Il y a moins de grève, c'est mieux. Aujourd'hui, vous pour travailler, oui. Non mais c'est important ça. Mais je voudrais rassurer madame quand même, parce que franchement, l'image qu'on donne là, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est qu'on continue à regarder la France d'en haut, avec des gens qui pensent qu'on va pouvoir changer les choses uniquement du sommet. Moi, ce que j'essaye de montrer, par des exemples que je vois sur le terrain, c'est qu'il y a des endroits en France, et avec la France telle qu'elle est, qu'on peut regretter par certains aspects, il faut s'en réjouir, il y a des endroits où le taux de chômage est de 5% en France. Comment font-ils? En Mayenne, dans le pays de Vitré, dans le Château-Vendéen, dans l'Ain, comment font-ils? Il y a des entrepreneurs qui tous les jours se lèvent, embauchent. J'étais dans le pays de Beach la semaine dernière. Vous connaissez le pays de Beach? La Moselle-Est. Bon, il y a des petites entreprises de mécanique.
qui ont une explosion à l'international. Ils sont tirés, ils sont pas loin d'Allemagne évidemment, et ils parlent allemand puisque c'était le patois local. Historiquement, ils ont gardé. Oui, bien sûr, c'est important. C'est un atout dans la compétition. Et ils sont tirés par la compétition internationale dans la mécanique. Mais il manque désespérément de compétences parce qu'on est dans un pays où on fabrique des diplômés avec toutes les politiques de la recherche et de l'enseignement supérieur, mais il n'y a personne qui veut se mettre les mains dans la graisse. Et dans les métiers techniques, l'Allemagne a 3 fois plus d'apprentis. On est en train de régresser sur l'apprentissage aujourd'hui. Donc, moi, je dis qu'il est possible de s'en sortir à condition qu'on change complètement, qu'on arrête de vouloir changer les choses d'en haut et qu'on regarde ce qui marche d'en bas et qu'on le développe par marquetage, comme pour les fraisiers. Vous voyez, la contagion des bonnes pratiques et des initiatives. Je vous rassure, Michel Godet, dans la circonscription, les gens ne parlent pas allemand, dans les Hautes-Alpes, et les petites entreprises arrivent à se débrouiller. On a des leaders internationaux, etc. La maîtrise de la langue allemande n'est pas une condition indispensable pour les entrepreneurs français. Je rassure J'étais à Manosque il y a 15 jours aussi, je connais bien ce coin. Hein, c'est pareil. Mais la maîtrise des langues et la stratégie internationale est importante. On ne peut pas rester dans son précaré, dans son clocher, en disant je veux me faire du bien. Ça ne suffit pas, il faut être au niveau. Corinne Pelluchon. Oui, rapidement. Tout n'est pas catastrophique. Au contraire, je dirais qu'il y a aussi une reconversion de l'économie vers une économie plus durable. Voilà. Il y a aussi donc une innovation importante. Donc ça, même au niveau des services à la personne, avec l'allongement de la durée de la vie, dont on ne dit jamais assez que ça produit aussi de la richesse. Donc ça, c'est quand même des choses fortes. Et puis le mot a été prononcé, qui est essentiel, c'est le long terme. Donc je crois que voilà, à long terme, des décisions politiques courageuses en matière d'agriculture, en matière d'écologie, d'éducation, puisque l'éducation, ça rapporte à long terme dans tous les domaines, eh bien, ça peut être tout à fait bénéfique. Madame, j'ai envie de rebondir sur l'Italie. Quand même. Oui. Sur l'Italie, le long terme, on en parle. L'Italie, la vraie question pour moi, si j'étais italien aujourd'hui ou italienne, ce serait le suicide démographique. Vous êtes à 1,3 enfants par femme, donc c'est comme les Japonais. Ne vous inquiétez pas, c'est en train de remonter. Je vous l'assure tout de suite. Les nouvelles générations sont toutes enfantes. Je les croise dans la rue. C'est pas encore dans les statistiques, ça devrait se voir quelque part. Ce que je voudrais surtout pas, c'est qu'on raconte que quand on vous dit que la situation est très grave, est sérieuse et que la France risque une crise majeure, vous dites vous êtes pessimiste, mais les Français le savent parfaitement. Et votre discours, dire mais les 30 glorieuses sont devant nous, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, c'est ça qui crée l'anxiété, car on sait que vous ne dites pas la vérité. Et il faut dire la vérité aux Français, il faut leur dire que c'est grave et qu'on peut s'en sortir à condition de le savoir. Je suis bien d'accord, mais comment se fait-il que pendant longtemps on a voulu nier, c'est-à-dire les mêmes personnes qui maintenant sont en train de nous dire que nous sommes dans une crise et que jamais nous allons nous en sortir. Je l'ai toujours écrit dans mes livres depuis 30 ans. Mais on me disait que c'était faux. Et aujourd'hui, tout le monde est obligé de reconnaître que j'avais raison. Mais on ne suit pas pour autant vos remèdes, rassurez-vous. Non, c'est pourquoi on ne guérit toujours pas, mais on y viendra. Yves Cussé, dernier mot sur ce sujet. Ah oui, ça me rappelait, je me rappelais en écoutant Michel Godet, l'une des citations d'un de mes spectacles où je dis si vous voulez reconnaître un type de droite, c'est quelqu'un qui vous dit je ne suis ni de droite ni de gauche. C'est vrai. Voilà. C'est la solution aujourd'hui, normalement. Mais c'était juste un type de droite, il dit je ne dirai pas de quel bord je suis.